Voici la carte militaire de l'Ukraine au 27 avril 2026. On va commencer par les frappes générales côté ukrainien. Alors là, ça va plutôt être une mise à jour. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit qu'un drone avait fait de gros dégâts sur le complexe pétrolier de Tuapse ici. Ça avait fait de gros incendies. Donc là, il n'y a plus d'incendie. Il a été maîtrisé. Mais les dégâts ont été vraiment importants. Donc là, les Ukrainiens ont fait de vrais gros dégâts. Alors là, il y a même une fuite de pétrole dans la mer, relativement importante d'après ce que j'ai compris. Donc en plus des dégâts matériels, eh bien, il y a la pollution marine. Donc là, les Russes bataillent pour essayer de réparer au plus tôt et de limiter la pollution. En tout cas, bon bah là pour le coup, les Ukrainiens ont fait fort sur cette frappe d'il y a 2 semaines. Alors, autre frappe ukrainienne, en réalité, ça fait plusieurs semaines que ça dure, sauf que là, on a atteint un niveau jamais vu. En fait, c'est la centrale nucléaire d'Energodar, aussi appelée centrale de Zaporojye, qui est frappée de manière intensive par artillerie, mortier, drone, là, de cette pointe ici. Donc là, c'est très très inquiétant. L'AIEA est au courant, puisqu'il y a des membres de l'AIEA sur la centrale d'Energodar, et avec des techniciens, à un moment donné, ils ont même dû se mettre à l'abri à cause des frappes qui étaient tellement intensives côté ukrainien. Alors c'est des frappes très nombreuses, mais qui font heureusement très peu de dégâts. Heureusement. Mais cela dit, c'est quand même inquiétant parce qu'il redouble d'efforts pour frapper la centrale nucléaire d'Energodar, et ça, c'est quand même un gros problème. Et évidemment, comme d'habitude aussi, l'AIEA se tait. Évidemment, l'AIEA essaye de se protéger, hein, fait des analyses au niveau de la sécurité de Energodar, de la centrale nucléaire d'Energodar. Par contre, ça fait très longtemps qu'ils ne font plus d'audit, de bulletins pour savoir qui fait quoi, qu'est-ce qui est lancé, qu'est-ce qui est vraiment détruit, etc. Apparemment, ils ont abandonné ce côté-là, ce qui est vraiment malheureux, mais ce qui prouve de manière définitive la partialité côté occidental de l'AIEA. Alors toujours concernant les frappes générales, les Russes ont fait des frappes importantes concernant les infrastructures énergétiques, c'est ça qui frappe le plus. Donc on a Kiev qui a été particulièrement touché, Soumy, Kharkov, la ville même de Zaporojyia, Kryvyi Rog et Odessa, qui ont été particulièrement touchés au niveau infrastructure énergétique. Alors bien entendu, il y a des frappes partout en Ukraine, aussi sur des cibles militaires, bien entendu, mais elles sont relativement petites, ces frappes. Moi, je parle que des plus grosses frappes, sinon on n'en finirait plus, hein. Les Russes envoient des centaines de drones toutes les semaines et des dizaines de missiles. On ne va pas faire le décompte de chaque frappe, bien entendu. Alors, les Russes ont aussi frappé le port ukrainien d'Izmaïl. Là, c'est pour la logistique maritime, hein, c'est le port qui a été frappé, mais pas les infrastructures énergétiques, mais les infrastructures portuaires, infrastructures vraiment qui concernent la logistique maritime, donc sur le port d'Izmaïl qui a été particulièrement touché. Alors maintenant, le front en lui-même sur Kherson, il ne s'est rien passé. Sur Zaporojyia, c'est relativement calme. Ça bataille beaucoup moins fort là depuis quelques temps. Pourquoi? Je vous l'ai dit la semaine dernière suite à un rapport du GUR ukrainien, c'est-à-dire les services de renseignement militaire ukrainiens. Les Russes préparent la grande offensive de printemps, d'après les Ukrainiens. Donc, ce qui expliquerait le fait que ça soit relativement calme sur le front et que les Russes n'essayent pas de faire de grosses avancées, hein. Donc, il y a une grosse préparation. Alors, on ne sait pas où, mais d'après les rapports qu'on peut lire, soit ce serait d'ici que ça partirait, c'est-à-dire au sud de la grande ville de Zaporojyia, puisqu'il y a énormément de troupes ici, donc ça partirait soit de là, soit ici pour Slaviansk, voilà, côté est, le Slaviansk, et soit Kupiansk, ça partirait de Kupiansk, pour piquer vers Veliki Bourlouk.
Voilà. Alors évidemment, c'est ce qu'on lit chez les blogueurs russes. Maintenant, ça se trouve, les Russes trompent complètement leur monde et feront quelque chose qui n'aura rien à voir. Mais bon, ça, seul le temps nous le dira, bien sûr. Donc voilà, donc ça c'était important à expliquer, le fait que ça soit calme, du fait, d'après les Ukrainiens, qu'il y ait une préparation russe importante. Et comme il y a une préparation russe importante, évidemment, dans ces cas-là, il y a une concentration de force dans une zone qui va être faite. On ne le sait pas encore, et c'est pour ça que c'est calme un peu partout. Ceci explique cela. Bon, cela dit, les Russes ont fait quand même beaucoup d'avancées cette semaine, hein. C'est pas si calme que cela non plus. Là, dans la zone de Zaporozhye, ils font une avancée vers ce nœud logistique qui est très 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 important. Donc Verkhunia, ici, très 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 important nœud logistique ukrainien. Donc quand ils auront pris ça, bah, ça va énormément aider les Russes. Là, il y a plusieurs semaines, je vous avais mis ces flèches d'avancée stratégique russe, c'est-à-dire ce qui planifierait de faire, selon moi, ce n'est que mon humble avis. Donc selon moi, ils vont faire un chaudron qui partirait de là pour refermer ici afin de pouvoir prendre Orirov. Voilà, qui est une énorme forteresse ukrainienne, puissante et importante, et qui est ancienne en plus d'ailleurs. Donc on verra, mais selon moi, c'est ça qui va se passer. Ça ne reste que mon avis, bien sûr. Là, ça n'a pas bougé dans la région de Dnipropetrovsk, ça bataille, mais bon, assez mollement, comme je vous l'ai déjà dit. Là, ici, sur Pakrovsk, la région de Pakrovsk, ça bataille là assez fortement, mais il ne s'est rien passé. Alors, quand je laisse les flèches d'assaut ukrainiens en bleu, ça veut dire que ça bataille assez fort, hein. C'est pour ça que je laisse ces flèches-là. Sur Konstantinivka, les Russes avancent, mais pas assez pour que je le note. Par contre, tous les blogueurs russes sont d'accord pour dire que Konstantinivka, il y a un délitement qui se fait qui devient extrême. C'est-à-dire, il y a des troupes ukrainiennes qui ont été vues en train de s'enfuir carrément, de manière relativement importante. Donc, d'après ce que j'ai lu, on verra ce que nous dit l'avenir, mais d'après ce que j'ai lu, Konstantinivka, il y aurait un effet de seuil qui va se faire exactement comme il s'est passé avec Siversk, où Siversk, qui résistait énormément, énormément, est tombé du jour au lendemain. Eh bien, peut-être qu'il y aura le même phénomène sur Konstantinivka, hein, qui est une des cibles les plus importantes pour les Russes, parce qu'une fois qu'ils auront pris complètement Konstantinivka, bah, ils pourront faire l'attaque par le sud de Kramatorsk. Donc c'est très important, Konstantinivka, mais c'est aussi très important pour les Ukrainiens. Cela dit, les Ukrainiens semblent avoir plus ou moins abandonné ici et continuer plutôt à essayer de protéger la zone nord-ouest de Pakrovsk ainsi que Orirov, hein, qui semblent vraiment les zones les plus importantes. Il y en aura une troisième, évidemment, c'est Kupiansk pour la zone nord. Donc la zone sud, c'est Orirov. La zone centre, c'est Pakrovsk, là où il y a le plus de forces ukrainiennes. Et ensuite, c'est Kupiansk pour la zone nord, ici. Voilà, c'est là où il y a les forces ukrainiennes les plus denses. Alors, sur la région de Slaviansk, là, les Russes ont avancé sur Rai-Oleksandrivka. Donc Rai-Oleksandrivka est extrêmement stratégique. C'est pas un nœud logistique, hein, mais c'est un endroit très stratégique pour les Russes, puisque cette zone-là, là, que je vous entoure, toute cette zone-là, c'est des zones sur des hauteurs. Et Slaviansk et Kramatorsk sont plutôt dans des cuvettes. Donc quand les Russes auront pris ces hauteurs-là, ce sera beaucoup plus facile ensuite pour eux. Surtout que Rai-Oleksandrivka, c'est la dernière zone réellement fortifiée. Fortifiée entre guillemets, évidemment, rien à voir avec Krasny Liman ici, marqué numéro 2, et Orirov marqué numéro 1. 1 et 2, entourés de pointillés verts,
ce sont des forteresses. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus que 2 forteresses dignes de ce nom, Orirov et Krasny Liman, ici. Donc là, une fois que Raï-Oleksandrivka, qui n'est pas une forteresse, sera prise, ce sera beaucoup plus facile pour les Russes. Et pour moi, la première grande ville qui tombera, ça fait des semaines que je vous la répète, mais je vais continuer à le dire, ne serait-ce que pour l'historique. La première grande ville qui tombera pour moi, c'est Slaviansk. Voilà, c'est mon avis personnel. Pour moi, parce que c'est ce qu'il y a de moins défendu, donc aussi bien pour y aller que la ville elle-même. Donc une fois que Raï-Oleksandrivka sera prise, bon bah Slaviansk, ce sera une formalité. Surtout qu'évidemment, ils pourront aller sur la grande route, c'est-à-dire aller tout droit, et de la grande route, aller dans la grande ville. Bon, bref, nous verrons bien. En tous les cas, voilà ce qui se passe ici. Là, j'ai laissé cette flèche bleue parce que ça bataille assez dur ici, hein, pour cette ville-ci. Alors, pourquoi les Russes veulent prendre cette ville-ci? Bah, c'est pour prendre par le nord ensuite et à revers Raï-Oleksandrivka, bien entendu. Hein. Et puis, à mon avis, d'ici de Redolivka, Doruna, ils prendront ensuite par le sud Raï-Oleksandrivka. Hein, ça, c'est les méthodes russes typiques. Hein. C'est pas on fonce sur un front et on va tout droit. C'est on prend les villes adjacentes pour ensuite faire un petit chaudron, prendre en tenaille et ensuite à la fin faire un encerclement. C'est comme ça qu'ils font à chaque fois pour éviter de perdre des hommes. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser que le fait que les Russes se la jouent là en défensive, alors qu'on est au début du printemps, il y a cette grande offensive apparemment qui est en préparation, mais ça permet aux Russes qui ont le temps, ils ont le temps avec eux, d'attendre un pourrissement complet de l'Ukraine, parce que je vous rappelle que l'Ukraine est intensivement bombardée, il y a de moins en moins d'électricité, de gaz et de dépôts pétroliers en Ukraine, donc ils jouent aussi le pourrissement de l'Ukraine afin qu'il y ait un effondrement à l'intérieur. Pour vous montrer un exemple de ce pourrissement ukrainien, j'ai pris un des plus grands journaux ukrainiens, c'est-à-dire The Kyiv Independent, qui lui-même montre des images de ces soldats qui sont affamés, émaciés du fait du manque de nourriture. Et ça, c'est un des plus grands journaux ukrainiens qui le révèle avec le Daily Mail. Donc là, vous voyez, c'est absolument terrible. Là, on nous dit des soldats ukrainiens émaciés et affamés par leur propre commandant. Mais bon, vous pouvez penser que, évidemment, ce n'est pas un cas unique. C'est pas la première fois que j'entends ça au niveau des soldats ukrainiens. Bref, quand un grand journal ukrainien commence à parler d'un phénomène aussi scandaleux au sein de l'armée ukrainienne, vous pensez bien que là, on atteint un point véritablement critique. Une Ukraine qui a moins de gasoil, moins de pétrole, moins de kérosène, moins de gaz et moins d'électricité, bah, c'est une armée qui est fortement affaiblie, bien évidemment. Et le fait d'avoir eu les 90 milliards, ça va se traduire physiquement sur le terrain que dans plusieurs mois. Donc, bien évidemment, là, l'Ukraine respire avec ses 90 milliards, mais c'est pas ça qui va les sauver en réalité. Donc, bref, tout joue, il y a plusieurs facteurs qui jouent du fait que les Russes ont le temps avec eux. Inutile de faire des percées foudroyantes et très hardies, histoire de dire qu'ils sont puissants. Inutile de perdre des hommes et du matériel inutilement. Il suffit de continuer la guerre d'attrition jusqu'au bout, hein, dans sa logique extrême. Ça leur va si bien et en plus il y a un pourrissement, je disais, qui est en train de se faire vis-à-vis de l'Ukraine, ce qui va leur permettre de jouer sur le long terme et peut-être prendre des pans entiers de l'Ukraine, c'est-à-dire des oblasts entiers, beaucoup plus facilement avec ce phénomène de pourrissement. Hein, parce qu'en attendant, bah, les Russes détruisent du matériel et des hommes ukrainiens, bien évidemment. Hein. Faut pas oublier que les Ukrainiens, eux, jouent en attaque perpétuelle, d'où les flèches d'assaut ukrainiens, hein, qu'il y a un peu partout, hein, vous voyez.
d'où les flèches d'assaut ukrainiens. Les Ukrainiens n'arrêtent pas d'attaquer et les Russes sont plutôt sur la défensive, même beaucoup sur la défensive. Donc c'est l'attaquant qui s'en prend plein la tête et non pas les défenseurs. Donc je suppose que les Russes jouent ce phénomène d'attrition au maximum. Voilà, et encore une fois, sur le long terme, c'est la sagesse militaire, c'est être plus malin que l'adversaire. Voilà, bon, allez, j'arrête là, on revient sur le front maintenant. Donc sur Krasny Liman, la forteresse numéro 2, bah, il ne s'est rien passé, évidemment, pas parce qu'il n'y a aucune avancée russe, ni d'avancée ukrainienne, bien entendu, que ça bataille pas du tout, hein. Ça bataille énormément, Krasny Liman, c'est là où ça bataille le plus, avec Orerov et Kupiansk, hein, je vous l'ai déjà dit. Sinon, ici, au nord, il ne s'est rien passé. Là, les Russes n'ont pas réussi à complètement terminer ce chaudron. Vous voyez que les Ukrainiens sont complètement enfermés dans ce chaudron. À ma connaissance, bah, ça bataille toujours, mais de moins en moins. Franchement, je serais étonné que la semaine prochaine, les Russes n'aient pas refermé ce chaudron. Je dis bien refermé, hein, je dis pas nettoyé. Nous verrons. Là, ça fait quand même, oui, 2 semaines que c'est comme cela. Je pense que la semaine prochaine, ils auront refermé en toute logique. Sur Kupiansk, il ne s'est rien passé, ça bataille énormément, d'où les flèches d'assaut ukrainiens ici. Alors, bah, évidemment, le but des Russes, c'est de prendre Veliki Bourlouk, hein, d'où les flèches d'avancée stratégique. Ça, c'est la proie hors Kharkov, évidemment, hors la ville de Kharkov. C'est la proie ultime stratégique avant la grande ville de Kharkov. Ça, c'est l'endroit le plus important de tout l'oblast de Kharkov, hormis la grande ville elle-même, bien entendu. Et là, vous allez voir, on va regarder quelque chose d'intéressant. Alors, avant de parler du front nord, là, j'avais fait une note intéressante sur Belgorod. Le gouverneur de Belgorod a donné un bulletin intéressant. Depuis le début de l'année 2026, il y a eu 57 morts et 487 blessés à Belgorod. Hein, dans tout Belgorod, hein, extramuros aussi. Donc 57 morts, 487 blessés depuis janvier sur Belgorod. Voilà, c'était à noter. Alors là, on peut voir que si les Russes sont vraiment en défensive sur le front principal, va-t-on dire, sur le front nord, alors là, c'est une déferlante. Là, ils ont pris tout ça comme territoire, ils ont pris 3 villes. Ils ont pris 3 villes, là. Donc là, ils ont pris tout ça. Voilà, sur le front, comme on peut voir, Lipsy-Vovchansk, le fameux front Lipsy-Vovchansk, qui a énormément avancé. Alors, vous notez, c'est toujours vers Veliki Bourlouk, hein. Là, les Russes ont avancé sur 3 fronts. Là, ils ont pris la moitié de cette ville-ci, donc Koudivka, la moitié. Donc, ils ont fait une avancée notable. Et là, ils ont pris une partie de cette ville-ci, petite ville, et ils ont pris complètement cette ville-ci. Donc, Veratolnanie. Donc, bon, bah, voilà, avancer quand même par petites touches sur le front extrême nord. Vous voyez, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 avancées, c'est pas fini. Là, les Russes ont fait une avancée, ils viennent de prendre cette ville-ci. Donc là, c'est au sud-est de Soumy. Donc, vous pouvez voir qu'avec les épingles que vous voyez là, rondes, sur le nord, il y a eu des avancées importantes. Il y en a eu 7 en tout, notables. Donc les Russes, eux, n'hésitent pas à avancer vers le nord. Donc comme ils n'hésitent pas à avancer vers le nord et qu'ils prennent de plus en plus de territoire, bah, comme je le répète souvent, est-ce que ça veut dire qu'ils vont prendre tout l'oblast de Soumy? Ça, c'est la question. Qu'ils prennent tout l'oblast de Kharkov, ça, c'est le but premier. Ça, c'est le but normal. Kharkov étant un oblast vraiment russophone, ça me paraît naturel que les Russes fassent cela. C'est comme l'oblast d'Odessa, qui est en plus très important. Donc on peut voir que les Russes
entre guillemets, n'avancent pas trop ici, mais au niveau du nord, eh ben, ils en profitent à fond. Donc les Russes jouent sur plusieurs tableaux, ils profitent que les Ukrainiens aient de plus en plus de mal au niveau recrutement d'hommes, au niveau matériel, au niveau énergie, etc. Ils profitent de ce pourrissement interne de l'Ukraine pour avancer là où c'est le plus faible. Quoi. Dès qu'il y a une faille, ils en profitent. Et là, d'après le GUR ukrainien, donc cette défense tiendra jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse offensive. D'après les Ukrainiens, évidemment, côté russe, c'est mystère absolu. Voilà, donc j'ai fini. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement aussi si vous appréciez particulièrement mon travail, un petit don, lien dans la description. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.